Merci. Du coup, rebonjour tout le monde. Je pense que ça n'a pas trop bougé, le public, donc je ne vais pas tout refaire la présentation, je pense. Donc je m'appelle Colline, je travaille chez Connecting Food. On fait de la traçabilité et de l'audit en temps réel de cahier des charges. Et donc du coup, la présentation précédente, c'était très axé data et comment on fait. Très puissant ce micro. Comment on fait, et là on va vraiment plutôt se concentrer sur pourquoi on le fait, ça sert à quoi, et est-ce que quelle valeur ça a pour les consommateurs, et c'est quoi la différence entre du storytelling et de la traçabilité, et est-ce que la transparence c'est le storytelling, enfin voilà, on va interroger un peu ça. Donc très rapidement, ça va avec la présentation précédente, mais nous on se base sur un constat qui est que aujourd'hui il y a quand même une crise de confiance dans le monde agroalimentaire, avec des consommateurs qui déclarent ne pas avoir confiance dans les marques qu'ils achètent. Donc c'est un peu paradoxal, hein, c'est-à-dire que j'achète une marque et quand on me demande est-ce que vous lui faites confiance, je dis non. Et je le scanne sur Yuka et je dis ah c'est nul, et je cherche des alternatives, etc. Donc c'est pas généralisé, c'est-à-dire que c'est pas pour toutes les marques qu'on achète, mais c'est quand même des données qui font peur aux industriels, c'est-à-dire que de moins en moins, on fait confiance aux marques. Donc les industriels veulent réagir. Et nous, Connecting Food, mais il y en a plein d'autres, on est une des façons, on est un des outils que les marques peuvent utiliser pour réagir face à ça. Et donc effectivement, voilà, les consommateurs demandent de la transparence. Il y a de plus de consos qui vont scanner leurs aliments pour vérifier qu'ils sont conformes à leurs attentes. Et donc aujourd'hui, ce qui existe, ce qui est très bien implanté, c'est les applications qui vont aider les consommateurs à regarder quels sont les ingrédients, est-ce que c'est conforme à mon régime alimentaire, et est-ce que c'est trop gras, trop sucré, trop salé, trop calorique. Ça, c'est vraiment le premier niveau de la transparence, c'est qu'est-ce que je mange. Et après, il y a le deuxième niveau, c'est comment ce que je mange a été fait, comment ça a été transformé, est-ce que c'est très processé ou pas très processé, et d'où ça vient. Et en achetant ce produit, à quoi est-ce que je contribue? Quel système alimentaire est-ce que je suis en train d'encourager? Et donc, je pense que c'est ce qu'on explorera avec vous tout à l'heure. Donc voilà, nous, à notre échelle, Connecting Food, on est une solution digitale et on est une entreprise B2B, nos clients, c'est les marques. Mais ce qu'on leur permet de faire et ce qu'on veut faire, notre ambition pour le système alimentaire, c'est de reconnecter les consommateurs avec leur alimentation. Alors non pas en faisant des circuits courts, mais plutôt en apportant de la proximité grâce au digital pour montrer aux consommateurs, regarde, les personnes qui ont fait ton produit, c'est Jérôme, Michel, Fabrice et compagnie, plutôt qu'on achète un produit et on n'en sait rien du tout. Donc je vous propose de passer directement à un exemple. Donc je ne sais pas si depuis là où vous êtes, vous pouvez scanner ce QR code ou pas. C'est un QR code qui se trouve sur cette bouteille que vous connaissez peut-être, de la marque Juste et Vendéen. Donc Juste et Vendéen, c'était notre tout premier client qu'on a lancé en juin 2018. Aujourd'hui, on en a une quinzaine d'autres. Mais j'ai choisi de vous montrer cet exemple-là parce que c'est avec eux qu'on met le plus en avant les producteurs. Donc en fait, si vous scannez ce QR code, vous arrivez sur une page qui ressemble à ça. Enfin, pas exactement parce qu'on va vous demander de saisir votre numéro de lot. Et donc si vous êtes sur l'appli, vous voyez que le numéro de lot, il se trouve en haut de la bouteille imprimée ici. Donc je peux vous le dicter, c'est 085 306. Et quand vous saisissez le numéro de lot, vous avez, donc je vais me déplacer pour vous montrer, vous avez cliqué ici pour découvrir les éleveurs. Et quand vous cliquez, vous avez la liste de toutes les exploitations qui ont été collectées pour faire cette bouteille de lait. Et ensuite, dans collecte et dans embouteillage, les maillons suivants, vous avez la date à laquelle le lait a été collecté et la date à laquelle il a été embouteillé. Donc ça, pour nous, c'est de la transparence, puisque on va dire à un consommateur, la bouteille que tu as entre les mains, voilà la liste des éleveurs. Donc j'aurais pu vous mettre une capture écran de la liste directement, mais je vais vous le montrer sinon sur mon téléphone. Alors vous allez très mal voir, mais vraiment, je vous invite à scanner le code. Et la bouteille est là si vous voulez faire le test sur la bouteille tout à l'heure. Vous avez donc la liste des producteurs et ensuite vous avez une vidéo en dessous. Et cette vidéo, elle change selon le lot que vous avez saisi pour mettre à l'honneur un des producteurs qui a été collecté. Et c'est pas toujours le même. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous parce que si on compare ce QR code à, par exemple, cet autre QR code,
Donc ça, c'est une boîte de 18 œufs de chez Auchan. Donc Auchan qui s'est dit, moi je veux être transparent aussi, je veux montrer à mes clients d'où viennent mes produits, donc je vais mettre un QR code, voilà, exactement pareil que ça. Ils l'ont fait avant nous, hein. Je ne suis pas toujours en train de dire que c'est pas bien, mais quand on le scanne, on a tout de suite une vidéo. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo, David, s'il te plaît ? Donc ça, c'est la vidéo quand on scanne la boîte d'œufs Auchan. La ferme. Voilà, il y a une ferme. Bonjour, je m'appelle Sylvain, je suis producteur d'œufs bio dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France. Nos poules sont nourries essentiellement de céréales issues de l'agriculture biologique. Est-ce qu'on peut arrêter la vidéo ? Et très important, toutes nos poules sont élevées en plein air dans le respect du bien-être animal. Super, merci beaucoup. Donc là, on a une vidéo où il y a un éleveur qui s'appelle Sylvain, qui est dans les Hauts-de-France. Et j'ai un peu cherché la petite bête. Donc j'ai acheté cette boîte d'œufs en mars de cette année à Paris. Et ensuite, j'en ai acheté une autre de la même marque, donc la filière responsable Auchan, à Marseille la semaine dernière. Et c'était exactement la même vidéo. Et c'était toujours Sylvain dans les Hauts-de-France. Et là, j'étais super déçue. Je me suis dit, il n'y a que Sylvain, quoi. Peut-être Sylvain, il est même pas éleveur dans les Hauts-de-France, en fait. Enfin, voilà, j'avais plus trop confiance en Sylvain. Et du coup, je me suis dit, voilà, ça, c'est un exemple parfait de storytelling. Et c'est vraiment du beau storytelling. C'est une belle vidéo avec une musique, etc. On voit les poules, on se dit vraiment, elles ont l'air super heureuses. Mais ça, pour nous, pour Connecting Food, c'est pas de la transparence totale. Parce que les œufs, ils viennent, c'est sûr, maintenant je le sais, qu'ils viennent pas de chez Sylvain. Autant la première fois quand j'ai scanné, peut-être je pensais que c'était Sylvain, mais là maintenant j'en suis sûre. Donc voilà, donc c'est vraiment la différence fondamentale avec des systèmes où la traçabilité, elle va être lot par lot. Et donc ça, c'est une différence vraiment fondamentale. Quand on vous demande de saisir le numéro de lot sur une appli ou que quand vous scannez, on vous dit votre produit que vous avez entre les mains porte ce numéro de lot-là, et c'est le cas d'une autre bouteille que j'ai apportée aussi, mais où on voit moins bien les éleveurs, c'est vraiment un niveau supérieur. Ça ne veut pas dire que ça, c'est pas bien, parce que ça, c'est quand même le premier pas vers, voilà, on lève un peu le capot et on vous montre comment c'est fait. Mais quand on voit une vidéo comme ça, on sait que c'est du marketing et que c'est juste du marketing et de la communication. Alors que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller un peu plus loin et même carrément plus loin, certes en montrant aussi des vidéos des éleveurs, mais en faisant en sorte que la vidéo que vous voyez, c'est vraiment le lait de cet éleveur qui se trouve dans cette bouteille et c'est pas juste un éleveur au hasard. Voilà, pour terminer, je voulais vous montrer deux témoignages de producteurs. Donc, à gauche, c'est le président de la coopérative Prospérité Fermière, avec laquelle on travaille. Et à droite, c'est un des éleveurs de la marque Juste et Vendéen. Et les deux disent des choses très différentes sur leur motivation à travailler avec Connecting Food et notamment avec la blockchain. Est-ce qu'on peut lancer la première vidéo, s'il te plaît, David ? Nous sommes, nous, aujourd'hui, des agriculteurs fournissant des industriels. On nous a rendus anonymes. Et la blockchain, ça a été un mot qu'on nous a inspiré dès le départ dans l'idée de la création de la marque. Et Connecting Food, du coup, nous a permis de confirmer ces choses-là et de vraiment nous rendre plus que présents et même acteurs de... Bon, alors c'était une vidéo tournée sur le salon de l'agriculture complètement à l'arrache à l'iPhone, donc c'est pas très construit. Mais l'important de ce message, c'est que voilà, il dit, on était anonyme et on a besoin des technologies pour se rendre visible et se rendre visible auprès des consommateurs. En parallèle de ce QR code qui est sur les bouteilles, Juste et Vendéen, ils sont vraiment engagés dans une démarche de on va dans les supermarchés, on va, nous les éleveurs, montrer aux consommateurs que c'est nous qui avons produit le lait, etc. Donc ils vont beaucoup plus loin et ils sont vraiment sur le terrain. Néanmoins, ils sont, aujourd'hui on dit, ils sont omnicanaux, puisqu'ils utilisent tous les canaux à leur disposition, et donc le canal digital et la traçabilité via la blockchain, c'est un des moyens qu'ils ont choisi pour se connecter et essayer d'être au plus proche des consommateurs qui achètent leur lait au supermarché. Et du coup, la deuxième vidéo, est-ce qu'on peut la lancer maintenant ?
travers de toutes les crises qui sont vécues au quotidien, le consommateur, quand il a le choix, il va plutôt aller vers un produit où il sera sécurisé, où il sera conscient de ce qu'il mange tous les jours, de ce qu'il boit tous les jours. Donc l'idée, elle est là, c'est de dire on est sûr de notre produit, on est sûr de nos valeurs. Ces bouteilles seront commercialisées en circuit court dès la fin de l'année et devraient arriver dans les rayons de la grande distribution courant 2020. Bon, alors là, ça fait parfaitement le lien avec les circuits courts juste après. Du coup, ces bouteilles, elles seront... Alors, ils disent en circuit court parce qu'effectivement, c'est un lait qui est produit dans les Hauts-de-France et qui sera vendu dans les Hauts-de-France. Néanmoins, il transite quand même par des entrepôts, par des magasins, etc. Et donc, c'est pas, on n'est pas dans la vision du circuit court où c'est directement le producteur qui va le vendre au consommateur. Et donc là aussi, l'argument qui est avancé par le président de la coopérative, c'est le côté, en fait, ça nous donne un avantage concurrentiel par rapport à nos concurrents qui vendent du lait. Il n'y a rien de plus banal qu'un litre de lait. Donc, comment on sort du lot quand on vend un litre de lait, quand le litre de lait, en plus, il n'est même pas bio. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mise en avant dans les magasins, voilà, les rayons bio, etc. Là, on a un lait qui est conventionnel, mais néanmoins, qui respecte tout un tas de critères, qui sont des critères RSE, etc., que la coopérative veut mettre en avant. Et donc, pour eux, travailler avec une solution comme Connecting Food, ça leur permet de prouver vraiment aux consommateurs, en allant encore plus loin que juste le mettre sur l'étiquette, mais regardez, scanner, découvrir vraiment d'où ça vient, vraiment le nombre de jours de pâturage des vaches, etc. Et en fait, ce que j'aurais bien aimé vous montrer aussi en parallèle de ce témoignage, c'était le témoignage de consommateurs. Mais ça, on n'a pas encore de vidéo pour vous montrer, donc ce sera l'année prochaine. Sur le Salon de l'Agriculture, on compte en prendre. Mais à chaque fois qu'on est sur un salon avec du grand public, les consommateurs qui voient les produits Contras, ils nous disent « Mais c'est génial, où est-ce qu'on peut les acheter ?» Alors pour celui-là, tu vas en Vendée, pour celui-là, tu vas dans les Hauts-de-France, on a d'autres clients, ils sont en Italie. C'est un peu galère, on n'a pas encore beaucoup de produits qui sont en magasin, on est une start-up. Par contre, ils nous disent tous « Mais pourquoi tout le monde ne le fait pas ?» Et du coup, moi, c'est sur ça que j'avais envie de terminer. Vous n'avez aucune preuve que c'est vrai ce que je vous dis, mais voilà, je vous le dis. Ils nous demandent pourquoi tout le monde ne le fait pas. Nous, on est convaincus que c'est ce chemin-là que les industriels sont en train de prendre. Et d'ailleurs, on le voit, on a énormément de demandes d'entreprises qui nous disent comment on fait pour utiliser vos solutions. Moi aussi, je veux un QR code sur mes produits. Moi aussi, je veux prouver que c'est vrai ce que je raconte, etc. Donc, on est en train de le faire. On est à l'écoute de toutes les entreprises qui souhaitent apporter plus de transparence à leur filière, s'il y en a parmi vous. Et juste mon mot de la fin, c'est qu'on est aussi à la recherche d'étudiants talentueux qui veulent avancer dans ce sens-là avec nous. Et donc, venez me voir si vous cherchez des jobs, des stages. Merci beaucoup, Colline, pour nous avoir parlé aussi du consommateur dont on n'a pas beaucoup entendu parler aujourd'hui, et surtout des attentes aussi qu'il a vis-à-vis de cette transparence, de cette traçabilité. Il a envie d'en savoir plus, d'où ça vient, comment c'est fabriqué. Et c'est notamment aussi ceux-là qui s'en vont vers d'autres types d'approvisionnement, et notamment dans des circuits un peu plus courts, effectivement. Donc moi, je suis très contente d'être là. Je remercie Lésa de m'avoir invitée aujourd'hui et de m'avoir invitée à participer aussi à l'ouvrage dans un chapitre. Moi, je m'intéresse plus particulièrement justement au circuit court, et je me suis intéressée depuis quelques années à la proximité en fait qui était créée dans ces circuits courts, à la façon dont, à un moment donné, le fait qu'un consommateur va à la rencontre d'un producteur, ça crée une proximité, que ce soit une proximité de valeur, une proximité relationnelle, d'échange. Et puis je me suis dit, à un moment donné, entourée de tous ces écrans un peu partout, je me suis dit, oui, mais qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça peut apporter justement le numérique dans ces circuits-là? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer ou pas? Donc on voit bien que vos producteurs sont contents de pouvoir les utiliser pour être plus visibles. On parlait de visibilité, et c'est aussi un peu ça qui anime les producteurs. Donc voilà, alors, faut pas que je me trompe de manette. Oups. Juste pour vous dire que cette intervention, elle a deux sources d'inspiration. Du coup, à la fois le chapitre qui est écrit dans le livre que vous a présenté Bertille, en collaboration avec Annie Sigwalt, ma collègue enseignant-chercheur à l'ESA, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et puis, je me suis aussi inspirée d'un projet qui est en cours, porté par l'Université de La Rochelle et financé par la région Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle Dial Connect, et qui cherche à comprendre justement quel est le rôle du numérique dans la valorisation des produits locaux, notamment en questionnant les consommateurs, à
la fois au travers d'entretiens et au travers d'un grand baromètre qu'on a lancé en juillet auprès de plus de 2000 personnes qui représentent la population française. Donc je ferai de temps en temps des petits clins d'œil à ce baromètre pour vous dire un peu comment est-ce qu'on peut essayer de mesurer la façon dont les consommateurs utilisent le digital pour acheter des produits, pour se renseigner sur des produits dans le cadre des produits locaux. Alors, une première chose que permet le numérique, en fait, c'est déjà pour nos producteurs qui sont en circuit court, c'est que ça permet de mieux les identifier. C'est-à-dire que ça permet tout simplement de les trouver. C'était jusqu'à il y a quelques années un des freins majeurs à l'achat de produits locaux en circuit court, c'est, première réponse, on ne sait pas où les trouver. Grâce au numérique, on sait. Ça facilite les choses pour nos producteurs. On a des outils qui sont multiples, des store locators, des Google Maps Business, des cartographies. Si je décide de m'installer demain sur Angers, je tape simplement producteur, ce que j'ai fait en fait dans la semaine. Alors ça pointe pas mon producteur locaux à Angers, et puis là tout de suite je sais qu'il y a le drive fermier, qu'il y a la ferme angevine, je connais les horaires, je sais où ils sont situés sur la carte. J'ai même un Google My Business pour le drive fermier 49 qui peut me donner des photos, des infos, et même sur lesquels les producteurs ont pu poster un certain nombre d'informations. Donc c'est facile, c'est plus simple, on a beaucoup d'outils. Des outils qui sont portés par différents acteurs, ça peut être des initiatives privées qui regroupent éventuellement plusieurs producteurs. Là, par exemple, si je cherche à manger local en Bretagne, j'ai une cartographie, j'ai les produits, je sais où ils sont situés. Mais aussi des initiatives plus individuelles. Quand je tape, là, cette fois-ci, producteur de viande bovine à La Rochelle, là, je peux tomber sur le site de Madame Penon qui vend de la viande bovine et des cossettes de veau en direct, et qui a son site internet et sa page Facebook pour animer tout ça. Donc, je trouve facilement ces producteurs. Aussi grâce à des réseaux qui sont organisés, qui l'étaient déjà avant le numérique, mais qui utilisent bien sûr les outils numériques pour faciliter cette mise en contact avec les producteurs. Je peux choisir le type de point de vente. Est-ce que c'est un magasin de producteurs, un drive fermier, un marché de producteurs? Donc là, un réseau Bienvenue à la ferme qui permet, là encore, grâce au numérique, de trouver plus facilement mes producteurs locaux. Et puis aussi des initiatives qui sont parfois portées par des collectivités territoriales. Là, c'est l'exemple de la Creuse Grand Sud, mais c'est aussi des questions qui se posent dans beaucoup de collectivités, aussi à La Rochelle en ce moment. Sur le site de la Creuse Grand Sud, on a dans l'onglet environnement un onglet circuit court, et quand on va dans cet onglet circuit court, on a un certain nombre d'informations, et notamment une carte des producteurs locaux qui me permet, là encore, de les trouver facilement. Donc ça, c'est aussi une valeur importante du numérique dans le circuit court, c'est tout simplement se rencontrer, en tout cas se mettre en lien. Dans les entretiens qu'on a pu faire dans Dial Connect, on a des gens qui tout simplement nous disent, notamment une consommatrice qui nous dit moi je suis arrivée il n'y a pas longtemps dans la région, et ce que j'ai fait un Google Maps parce que je voulais savoir par le Google Maps s'il y avait des éleveurs à côté de chez moi. Voilà, là encore une entrée qui permet de facilement identifier les acteurs autour. Et puis dans notre enquête auprès de 2000 personnes, on se rend compte qu'on a 57% des acheteurs de produits locaux qui ont utilisé des outils numériques pour se renseigner sur des produits ou sur des producteurs locaux. Donc c'est une petite majorité, mais ce qu'on cherche justement à voir, c'est comment est-ce que ça évolue. On voit que ça bouge très vite. Donc plus de la moitié déjà qui se sont renseignés via Internet pour trouver ces producteurs. Donc favoriser l'identification pour trouver un point de vente, pour trouver un produit, ça c'est des choses qui sont mises en œuvre par les consommateurs. Deuxième valeur qui peut aussi être importante pour les producteurs locaux, c'est tout simplement de favoriser la mise en marché. Ça facilite la mise en marché, le numérique, c'est vraiment une valeur importante pour ça. À différentes étapes de cette mise en marché, présenter les produits. Alors ça peut être présenté sur un site où on voit des photos, mais c'est aussi tout simplement parfois un message sur la page Facebook. Là, c'est l'exploitation Gruic, qui est aussi près de chez vous, qui fait de l'élevage de cochons bio, et puis qui publie en fait ce qu'elle a proposé ce mois-ci. Donc des colis de 5 et 10 kilos, des chipots, des saucisses, et ça passe via le numérique, c'est tout simplement Facebook. Mais c'est comme ça qu'elle propose son offre. Et puis on a la date de livraison sur un post juste après. Donc présenter les produits, regrouper des producteurs. Et un autre exemple ici, en fait, le Clic Paysan, plutôt du côté de Poitiers, où là, on a des paysans qui viennent de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Charente, mais qui ont regroupé leur offre grâce à l'outil numérique,
qui justement ont pu se mettre ensemble pour proposer une offre diverse et variée grâce à cet outil numérique. Donc, et puis qui communiquent, après on le verra, on y reviendra plus tard aussi sur leurs valeurs et leur façon de faire via cet outil. Gérer les commandes, alors là tout simplement on parlait aussi d'AMAP, Cagette.net, c'est un logiciel qui permet aux AMAP notamment de pouvoir gérer plus facilement leurs commandes. C'est juste à ce petit point-là qu'ils utilisent le numérique parce qu'ils n'ont pas envie pour tout le reste qu'il y ait trop de liens virtuels, mais plutôt au contraire de l'échange physique. Mais en tout cas, grâce à Cagette.net, ça permet de faciliter les commandes. Les consommateurs vont sur ce site pour dire ce qu'ils souhaitent commander et ça facilite les choses pour les consommateurs qui sont aussi gestionnaires de contrats. Donc là, vraiment un outil sur un point particulier du processus d'achat. Autre point, ça permet aussi de travailler sur la livraison des produits. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de travailler, mais de façon très, très variée, très, très différente, puisque ce que vous voyez là, c'est la livraison des produits du clic paysan qu'on a vu tout à l'heure, où là, je vous le rappelle, ce groupe de paysans, il n'existe que parce qu'ils ont pu se regrouper ensemble sur un site internet d'achat. Et pour autant, à un moment donné, quand il y a la livraison, il y a quand même une rencontre. Alors les producteurs ne sont pas là tout le temps, parce que certains sont un petit peu plus loin, mais à un moment donné, il y a cette rencontre pour la livraison qui fait qu'il y a un contact physique qui n'est pas virtuel entre le producteur et le consommateur. Donc là, il y a une rencontre. Il y a aussi des initiatives qui sont permises par le numérique où la livraison du produit, elle est déléguée, soit par des systèmes type Chronofresh qui permet maintenant de livrer des produits frais, soit avec la ruche qui dit oui à la maison. Vous pouvez aussi maintenant vous faire livrer vos produits commandés à la ruche qui dit oui directement chez vous, 24 heures plus tard, là encore par un intermédiaire, un service dédié qui permet justement d'assurer la logistique jusqu'au point final. Et puis, il y a aussi le numérique qui organise vraiment, vraiment, vraiment beaucoup la livraison, où là, on a par exemple un magasin du côté d'Avignon, en direct de nos fermes, où vous faites votre commande sur Internet, et puis après, vous avez des casiers, avec un petit code que vous avez reçu par SMS pour ouvrir votre casier. Il n'y a personne, il y a juste le casier, il y a juste à l'intérieur le panier que vous avez commandé. Il a été fabriqué par les producteurs locaux, mais pour autant, en tout cas, vous ne les rencontrez pas au moment où vous venez chercher vos produits. Donc on voit qu'on a vraiment un degré du coup de distanciation plus ou moins important qui est permis par le numérique, avec parfois un outil qui intervient très ponctuellement dans le processus d'achat et parfois au contraire un outil qui va gérer depuis la commande jusqu'à la livraison du produit. Acheter sur Internet, c'est 28% simplement de nos acheteurs de produits locaux. Seulement 28% d'entre eux, donc moins d'un tiers, ont déjà acheté des produits locaux sur Internet. 22% ont comparé les prix. En même temps, c'est vrai que certains nous disent quand même aussi que c'est aussi grâce à cette initiative numérique qu'ils ont pu acheter et qui restent fidèles. Donc, un consommateur, par exemple, qui nous dit « J'aurais jamais acheté à tous ces producteurs sans le clic paysan. S'il n'y avait pas ça, je ne serais pas aussi fidèle, je ne me déplacerais pas chez tous ces producteurs aussi régulièrement. » Donc, parce qu'on a regroupé l'offre, parce qu'on a créé l'offre, là, ça rend aussi possible la mise en marché plus facilement. Par contre, de là à vraiment acheter par Internet, ça ne concerne pas la majorité aujourd'hui de nos acheteurs de produits locaux. Autre type de valeur aussi qui est créée par, on a beaucoup parlé de la transparence. Alors là, ce ne sera pas au même sens pour moi, je ne vais pas vous parler de traçabilité, mais plutôt le fait de la volonté qu'on évoquait tout à l'heure des consommateurs d'en savoir un peu plus. 83% disent ne pas avoir assez d'informations sur l'impact social des produits, sur l'impact environnemental, sur l'impact sur la santé. Donc, favoriser la transparence, c'est tout simplement faire savoir ce qu'on fait. Là, par exemple, le clic paysan explique dans sa page d'introduction que comment est-ce que le clic se rémunère, quel est le pourcentage qui est accordé à l'association par rapport à ce qui est reversé aux producteurs, fait une comparaison aussi avec la ruche qui dit oui. Donc on explique, on donne des éléments par rapport à cette nécessité d'impact social. Via le numérique, on montre via des photos, via des vidéos. Et alors c'est assez rigolo de voir que quand on parcourt un peu la toile, le web, on se rend compte qu'on a beaucoup de producteurs de cochons
qui ont envie de montrer, d'expliquer, aussi pour ce besoin justement de faire savoir quelle est la réalité de leur métier et puis de la montrer autrement et d'aller aussi un peu changer, faire évoluer les représentations et l'image qu'on peut avoir de l'élevage, notamment dans ce domaine-là. Donc plein de jolies photos. Et puis expliquer, on explique aussi sur ces sites internet, on explique aussi sur ces pages Facebook, les producteurs expliquent comment sont nourris les animaux et pourquoi et quel impact ça peut avoir sur la qualité des produits. Sur la transparence, là aussi, on a des consommateurs de produits locaux qui sont assez, quelques-uns en tout cas, pour une part d'entre eux, qui sont assez actifs. Ils ont déjà utilisé ces outils-là pour en savoir plus sur un producteur, un quart d'entre eux, pour s'informer sur les caractéristiques d'un produit, à peine 20%, 19% d'entre eux. C'est important pour eux de savoir comment on travaille, comment ces produits sont sélectionnés. Et pour le coup, le fait d'avoir des dispositifs numériques souvent rassure. Quatrième point sur lequel je vais passer assez vite, c'est que ça rend aussi possible la collaboration. Et là, on peut parler un peu de tout ce qui se passe dans le crowdfunding, différentes plateformes à un moment donné où ça permet à un projet de se construire, à des consommateurs de participer et de collaborer avec des producteurs pour le montage d'un projet. Là, les plateformes que je vous cite sont spécifiques justement au monde agricole. Et puis pour terminer, également faire émerger des communautés et animer ces communautés. Donc, tout d'abord, provoquer une rencontre. Quand on voit ce qui se fait dans le financement collaboratif, on a souvent des contreparties. C'est passer une journée avec nous, faire connaissance, passer une journée, passer une bonne ambiance. Donc, via le numérique, on a éventuellement une rencontre qui a lieu, une communauté qui se crée. Un partage d'expérience en direct ou un partage d'expérience aussi à distance avec parfois des posts Facebook faits par les producteurs qui permettent de faire vivre la vie au quotidien de la ferme, raconter des histoires, faire parler aussi un peu de la vie familiale et donc faire vivre un peu les choses, partager des choses à distance. Je voulais juste vous faire un petit focus très vite sur ce petit post là que j'ai trouvé justement d'un éleveur de cochons qui nous raconte en fait sa matinée café. Il ouvre les portes du fumoir, il y a une odeur qui se dégage, celle du café est apaisante, stimulante, gourmande. Je décoche un à un les différents chapelets de saucisses ou saucissons à l'ail, les poitrines, bacon qui s'y trouvent. Tout le monde a trouvé sa place dans les différents bacs. C'est un peu de la poésie. Final, je vais terminer. Ce que j'aimais bien, c'était les retours. Merci pour ce parfum gourmand. Donc là, il y a vraiment eu un partage d'expérience. Et puis derrière, autre retour. Ça m'a l'air excellent. Tout ça, vous vendez où? Et donc, au-delà du partage d'expérience, on voit que ça a aussi permis, à un moment donné, peut-être de créer un contact plus commercial. Je vais passer très très vite parce qu'il y a quand même un mais. On voit que ça émerge, l'utilisation du digital, en tout cas dans les produits locaux. Toutefois, on en a quand même 40% de nos enquêtés qui n'utilisent pas le digital, ni pour se renseigner, ni pour acheter quand il s'agit de produits locaux. Alors la question, c'est pourquoi ? Premier, pourquoi ? Parce que moi, je préfère avoir un contact direct avec le producteur, ce que nous disent 60% de nos enquêtés. C'est pas cohérent avec ma vision du commerce local, 29%. J'utilise jamais d'outils numériques quand il s'agit d'alimentaire. Donc là, on est dans une idée d'un domaine qui, forcément, n'est pas tout à fait compatible avec le côté virtuel et distance. Donc encore beaucoup de réticence pour ces consommateurs qui sont très attachés aux liens et à la relation. Donc finalement, la première question que je m'étais posée au départ, c'était de se dire, je travaille sur la proximité, mais est-ce que ces outils ils sont créateurs ou pas de proximité ? Je pense qu'il y a une proximité fonctionnelle qui émerge du fait qu'on favorise l'identification des producteurs, de la mise en marché, donc on rend les choses plus faciles. La proximité fonctionnelle, c'est l'idée de faciliter l'achat. La proximité de processus, je sais comment c'est fait, et identitaire, on partage les mêmes valeurs. Elle est aussi favorisée par ce numérique en favorisant la transparence et en rendant possible la collaboration. Il y a une question qui se pose sur plutôt la proximité relationnelle. On a des communautés qui émergent, mais c'est encore un petit peu timide. Et puis on a beaucoup de consommateurs de produits locaux qui sont assez réticents aussi à ces outils. Il faut voir que ça évolue très très vite et c'est pour ça qu'on a installé un baromètre qui va se faire sur 3 ans, puisqu'on voit bien quand on creuse un petit peu que les plus jeunes sont au contraire très friands de ces outils-là et sont demandeurs justement d'échanges et de liens au travers de ces outils. Je vous remercie. Merci beaucoup, Colline et Catherine, pour des interventions assez complémentaires sur l'offre de proximité en fait, qu'on fait aux consommateurs à travers différents types de technologies de dispositifs. On va prendre le temps pour quelques questions, s'il y en a dans la salle.
Moi, j'ai une question sur, en fait, l'impact écologique de la production et la transmission de ces informations. Alors, on a bien compris que ça crée de la valeur. Et donc, ça crée de la valeur qui va être reçue ou qui va revenir aux producteurs, on l'espère, aux transformateurs, aux différents maillons de la chaîne. Mais ça génère aussi des coûts qui sont supportés qui ne sont pas monétisés. Donc, au plan économique, ça pose quand même la question de l'impact global et de qui récupère la valeur d'un impact négatif sur l'environnement en tous les cas. Allô ? Oui. Ok, en fait, il marche, pardon. Merci pour cette question. Alors, je pense que la question, elle était pour moi, du coup, par rapport à la blockchain spécifiquement. Ok. C'est vrai que, alors, la blockchain, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, c'est vrai que c'est une technologie qui est très consommatrice d'énergie quand il s'agit de blockchain publique. Un des éléments, donc en fait, il y a deux types de blockchain. Il y a les blockchains publiques, où là, c'est une réplication de l'information à l'infini, c'est-à-dire n'importe qui, en théorie, peut ajouter des informations au réseau, voir des informations, etc., versus les blockchains privées. Et après, il y a différents types de blockchains privées. Il y a blockchain privé qui ressemble beaucoup à une base de données et blockchain privé de consortium où là, on va vraiment mettre autour de la table plusieurs acteurs qui vont se partager les nœuds de la blockchain. Les blockchains publiques consomment énormément d'électricité. Il y a des stats complètement folles de autant d'électricité que Las Vegas pour faire je ne sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est vrai que c'est un problème. Et donc, notamment les applications dans le domaine de la finance qui utilisent des blockchains publiques, c'est un vrai enjeu. Alors, il y en a qui disent on va planter des arbres en parallèle. Enfin, voilà, c'est des choses totalement différentes et des impacts qui ne se compensent pas forcément comme ça. Mais oui, c'est un problème. Nous, la technologie qu'on utilise, c'est une blockchain privée de consortium qui consomme beaucoup moins d'énergie, mais vraiment beaucoup moins. C'est de l'ordre d'un ordinateur qui fonctionne, alors qui fonctionne certes en permanence, mais voilà, on n'est pas sur des choses complètement dingues. Et donc, voilà. Et c'est vrai que quand on parle de technologie, il y a forcément un impact. Vous envoyez un mail, c'est 5 grammes de CO2, voilà, c'est... Oui. Après, aujourd'hui, on est aussi à l'échelle monde en train de chercher des modes de production d'énergie de plus en plus propres, etc. Enfin, voilà, ça, après, ça déporte le débat. Mais en tout cas, nous, à notre échelle, on a choisi de travailler avec une technologie qui consommait le moins dans celles parmi lesquelles on avait le choix. Oui, rien de plus à ajouter, si ce n'est que c'est vrai que dans les circuits locaux, on a aussi, via ces échanges et via cette visibilité, la volonté pour beaucoup de producteurs d'essayer d'aménager, enfin d'améliorer leurs pratiques du point de vue écologique, ce qui est aussi du coup un pas en avant, mais effectivement cette question de consommation liée à l'utilisation des technologies numériques, elle est effectivement à poser. Alors, je me permets, il me semble qu'il y avait aussi une question derrière l'intervention de Karine sur la rétribution de la transparence. On a parlé de ce que ça permettait en termes d'attractivité sur les marchés. Par contre, on n'a pas beaucoup parlé de rétribution, notamment des acteurs des filières et des producteurs, dans l'ensemble de ce travail de transparence. Alors ça dépend vraiment des filières. C'est-à-dire que nous, nos clients, les gens qui nous payent, nous, ils se situent à différents niveaux des filières. Parfois, il s'agit du distributeur qui dit moi, j'ai envie de valoriser mon produit de ma marque de distributeur. Parfois, il s'agit d'un transformateur qui dit moi, je veux valoriser mon produit que je vends au distributeur. Et parfois, il s'agit des producteurs. Par exemple, Juste et Vendéen, c'est une marque qui a été créée par des producteurs. Donc... En tout cas, nous, on a vraiment constaté que c'est pas du tout uniquement l'aval de la filière qui dit « Ah ouais, génial, je vais faire ça, c'est un truc marketing canon, tant pis si ça coûte cher, et tant pis pour les autres ». C'est vraiment des acteurs à tous les niveaux de la filière qui sont intéressés par ça, parce que la valorisation qui s'y voit, c'est vendre leur production plus cher. Donc, que leur production, ce soit des produits bruts ou des produits finis. Après, c'est vrai que si notre client se situe en aval de la filière, par exemple un distributeur, on peut se demander, ok, le distributeur, il va vendre son produit plus cher, et les autres, est-ce qu'ils vont vraiment vendre leurs matières premières plus cher? Et ça, nous, en tant que Connecting Food, on ne peut pas dire aux fournisseurs des fournisseurs, mais vous savez que là, ce que vous êtes en train de faire, augmenter de 10% vos prix. Hein. Ça, c'est
leur négociation commerciale qu'ils ont à mener. Par contre, effectivement, nous, en tant qu'entreprise, on est en train de mettre en place un fonds dans lequel on va verser 5% de notre chiffre d'affaires. Donc, comme on est une start-up, c'est pas encore beaucoup 5% de notre chiffre d'affaires, mais plus on va grandir, plus cette somme sera importante. Et on va également inviter nos clients, que ce soit de l'amont ou de l'aval, à abonder en ce fonds pour que, à chaque fois que des producteurs de leur filière mettent des données dans la plateforme, ils obtiennent une micro-rémunération. Micro, parce que forcément, si on met des données tous les jours, on ne va pas recevoir 500 € tous les jours, mais voilà, qu'il y ait une sorte de rétribution de la valeur qui est créée. Aujourd'hui, ce n'est pas encore en place pour la simple raison qu'on n'a pas encore assez de recul sur voilà, les premiers clients qu'on a lancés, c'était il y a 1 an. En plus, c'était une création de marque, donc on ne peut pas faire le avant-après. Là, je pense que l'année 2020, pour l'ensemble de nos clients, ça va être vraiment, ceux qu'on a déjà lancés, ça va être l'année du bilan de dire est-ce que j'ai pu créer de la valeur jusqu'au consommateur ou pas ? Combien et comment je vais la rétribuer ensuite. Est-ce que je vais m'engager dans une démarche avec Connecting Food de mettre en place un fonds sur la blockchain via des smart contracts, un truc très techno qui va rémunérer automatiquement les éleveurs, ou est-ce que tout simplement je vais renégocier les contrats et je vais dire pour vous remercier d'être dans cette démarche de transparence avec moi, on va faire un contrat sur 5 ans plutôt que sur 3 ans. Enfin voilà. Ça c'est des questions sur lesquelles nous aujourd'hui on n'a pas encore de prise parce qu'on n'est pas assez gros, mais on espère l'être un jour pour pouvoir vraiment agir plus concrètement en ce sens-là. Y a-t-il d'autres questions ? On va prendre peut-être 2 questions à suivre et ça sera probablement les questions de clôture de la journée. Bonjour, merci pour la présentation. Moi j'avais une question concernant du coup la blockchain. Donc on voyait les producteurs. Déjà, on a vu qu'il y avait une marque sur laquelle on avait peu confiance, que ce soit effectivement le bon producteur. Et sur l'autre marque, moi j'ai envie de me poser la question aussi, est-ce que ce sont les producteurs également de la bouteille de lait ou pas ? Et aussi, c'est pas forcément un signe de qualité, parce qu'on a... Enfin, c'est une question, est-ce qu'on a des éléments techniques ou des indicateurs pour dire, voilà, cette ferme-là, elle produit de telle manière, c'est propre ? Parce que de savoir quelle ferme c'est, ça n'a aucune valeur en termes de qualité. Oui, alors très bon point. Donc là, sur... Je propose qu'on prenne tout de suite la question de Nejla, parce qu'on a un peu serré en temps, et puis vous répondrez à l'ensemble des questions. Oui, et d'autant plus qu'elle s'adresse également à la blockchain. Donc, oui, en fait, vous parliez tout à l'heure au fait que vous avez plusieurs clients et selon leur position dans la chaîne, en fait, ils n'ont pas le même objectif. Et moi, ma question, ça concerne justement quand c'est l'aval qui exige en fait à ses fournisseurs de se mettre sur une blockchain. Est-ce que cela ne va pas pousser un peu le vice un peu trop loin, dans le sens où on peut accéder en fait à ces points de vente que lorsque on est conforme ou lorsqu'on se met dans un processus de traçabilité blockchain, et ça met en difficulté finalement de plus en plus les agriculteurs. C'est pour pouvoir vendre finalement, ça devient même pas une valorisation produit, ça devient une exigence où pour pouvoir vendre, ils sont obligés de se mettre dans un processus de traçabilité blockchain, et du coup et on a vu ça aux États-Unis, l'exemple de Walmart qui exige en fait à certains fournisseurs, notamment de pays mexicains, etc., de se mettre dans un processus de blockchain pour pouvoir vendre. Alors, merci pour cette question. En fait, les approches sont très différentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'approche du distributeur comme Walmart qui va travailler avec IBM en disant, voilà, maintenant, mon nouveau standard, c'est ça, et si vous n'êtes pas capable d'être dans ce standard, alors vous n'êtes plus mon fournisseur. Nous, on a une démarche qui est complètement différente, puisque, en fait, on va chercher à récupérer les données qui déjà existent sur la filière et sont déjà enregistrées, parce que, alors, notamment en France, c'est déjà obligatoire d'enregistrer un certain nombre d'informations, vous savez, et donc du coup les infos elles existent, et nous au Connecting Food on est engagé dans cette démarche là de dire on ne va pas vous rajouter du travail et vous demander de faire un effort supplémentaire, on va utiliser les données que vous avez déjà. Par contre, si effectivement il n'existe aucune donnée sur l'exploitation,
Là, on va avoir un tout petit souci, et donc il va falloir qu'il y ait un effort aussi du côté du producteur qui va devoir se mettre à enregistrer les données d'une façon ou d'une autre. Mais aujourd'hui, cette situation, elle n'est pas encore arrivée parce qu'il y avait toujours des données quelque part. Donc ça, c'est le premier point. Après, effectivement, que ça devienne un nouveau standard et que pour vendre à Carrefour, Auchan, Walmart, on ait besoin d'avoir un certain nombre de données pour la traçabilité, moi, ça ne me semble pas forcément une mauvaise chose, dans la mesure où ils peuvent décider du logiciel qu'ils utilisent pour les enregistrer. Nous, Connecting Food, à aucun moment, on dit aux éleveurs utiliser le logiciel Connecting Food. Ils utilisent le logiciel qu'ils veulent, et nous, on va aller voir les développeurs des logiciels en question pour dire, bon, bah voilà, comment on peut faire une extraction dans un premier temps, ensuite faire une interface automatique pour que telle donnée des exploitations qui ont donné leur accord se transmettent dans notre plateforme, et pour que ce soit le plus léger possible pour les exploitations. Et ensuite, pour faire le lien avec la deuxième question, qui finalement est totalement différente, sur le côté qualité, et effectivement, avoir le nom de la ferme, ça n'engage à rien sur les pratiques de la ferme. Alors déjà, dans un premier temps, on peut choisir d'avoir une petite description de la ferme, de dire comment elle travaille, etc. Pour aller encore plus loin, c'est pas le cas sur Juste et Vendéen, mais c'est le cas sur d'autres clients. J'ai une autre bouteille dans mon sac que je pourrais vous montrer tout à l'heure après la conférence, où là, on va vérifier des critères du cahier des charges beaucoup plus précis, comme par exemple l'alimentation des vaches sans OGM. Et là, on va vérifier directement chez les fournisseurs d'aliments que les références qu'ils envoient à telle et telle exploitation sont bien référencées comme des aliments qui ne contiennent pas d'OGM, avec certificat à l'appui, etc. Donc, on est vraiment dans cette démarche de vérifier ce que souhaite la marque. La marque Juste et Vendéen, elle veut qu'on vérifie que le lait il vient de Vendée, et elle veut se mettre en avant auprès des consommateurs. Donc on va faire le check sur l'origine, et si un jour il y a une ferme qui est collectée qui vient pas de Vendée, il va y avoir une alerte sur leur tableau de bord, on va leur dire vous n'êtes pas conforme à votre cahier des charges. Si on a des clients, et c'est le cas avec Prospérité Fermière, notamment avec la marque Prospérité, qui a un cahier des charges beaucoup plus exigeant, avec 170 jours de pâturage, 15 arts par vache, etc., on va vraiment demander des preuves de la taille de l'exploitation, du nombre de vaches, avec des certificats à l'appui, pour pouvoir certifier ces critères-là qui sont de l'ordre qualitatif.